Merci. Donc, merci de m'inviter déjà dans le cadre de votre nouvelle émission, Café Ramadan, qui, je pense, va s'éteindre avec le Ramadan, j'espère. Mais surtout vous dire qu'il ne faut pas minimiser ce qui a été fait en termes d'habitat au Sénégal jusqu'à présent. Parce que tout de même, la SNHLM elle-même fête cette année ses 60 ans. Donc ça veut dire qu'elle existe depuis 1959. Et grâce à elle, des générations de Sénégalais, salariés, ont pu accéder à la propriété. Partout au Sénégal d'ailleurs, dans les 14 régions du Sénégal. Alors, mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis plusieurs années, il y a eu l'arrivée de promoteurs immobiliers privés qui se sont investis également dans le secteur, ce qui a permis en tout cas d'élargir la gamme et aussi la palette des produits offerts à nos citoyens. Donc, la principale innovation aujourd'hui, avec le président Macky Sall, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas une volonté et une amorce de révolution dans le secteur, qui a commencé déjà avec, dès le premier mandat, donc dès le septennat, avec toutes les unités d'habitation qui ont été reversées dans le marché dans le cadre du programme, en tout cas d'accélération de l'offre en habitat, avec également les nouvelles villes, les nouveaux espaces à urbaniser, les pôles urbains et toute cette politique en tout cas tendant à développer dans le marché de nouvelles unités d'habitation sous l'impulsion de l'État. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. L'habitat social commence à devenir une réalité avec le président Macky Sall. C'est faisable et c'est même dans l'ambition de construire 100 000 logements que se trouve l'explication que vous me demandez. En fait, l'idée du président de la République de reverser assez d'unités d'habitation dans le secteur ou dans le marché, en tout cas, a pour but d'agir sérieusement sur la demande, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et influer lourdement sur le prix du logement à la sortie. Et quand vous êtes dans ce cadre-là, vous faites de l'habitat social. Et ce qu'il y a lieu de dire, et je l'affirme, c'est qu'on n'a quasiment jamais fait d'habitat social réel dans ce pays. Tous les programmes connexes à ce niveau-là, avec Diamniadio, avec les nouveaux pôles urbains, Déni Biramdao, Nofly et autres, et les pôles régionaux, il est bien évident qu'avec cette idée également d'équité territoriale, d'accompagnement de la SNHLM dans ces nouveaux programmes de développement de cités dans les 45 départements, c'est l'habitat social qui est au cœur. Parce que la seule définition que nous avions d'un habitat social dans ce pays était donnée par finalement le Code général des impôts, qui définissait un habitat social à un habitat qui est inférieur à 20 millions. Vous comprendrez bien que si on interroge en plus l'histoire de ce pays en termes de développement immobilier, de développement urbain et d'habitat social, on n'a jamais eu vraiment un habitat adapté et à un prix qui est conforme en tout cas à ce que la masse peut donner. Donc avec les 100 000 logements, je pense que nous serons au cœur de ce débat et surtout dans la réalité de l'habitat social. Je ne vais pas m'arrêter simplement sur la taxe sur le ciment. Je vais parler même du financement du logement social en général. C'est-à-dire, les spécialistes parlent des 3 F, du foncier assaini, du financement adapté et de la fiscalité ajustée pour être dans quelque chose de maîtrisable dans le secteur de l'habitat social. Moi d'ailleurs, ces 3 F, je les ai toujours associés à 3 T. Le foncier étant la terre, le financement étant le trésor et la fiscalité étant la taxe en tant que telle. Donc, on est obligé de taxer pour financer un certain nombre d'actions. Quand on prend le cas du Maroc, la taxe sur le ciment
a servi effectivement à alimenter le fonds sur l'habitat social. Maintenant, quand on y ajoute ce qu'on tire de la caisse de dépôt des Marocains pour financer le logement, donc là, cette partie est prise en charge. Donc j'imagine que quand on interroge d'abord ce qui a été fait avant, parce qu'avant de parler de la taxe, le président a d'abord amélioré le corpus réglementaire, je veux dire avec un certain nombre réglementaire et législatif d'ailleurs, parce qu'il y a eu la loi d'orientation sur l'habitat social. Il y a eu, le FOGALOG, le fonds de garantie du logement, tiré du FONGIP. Il y a déjà 2 grands promoteurs immobiliers publics qui sont présents. Donc, où pour la SNHLM, l'État détient 100% du capital et la majeure partie du capital pour la SICAP. Il y a une banque publique destinée à l'habitat, la BHS. Donc, tous les instruments sont là, finalement, pour pouvoir trouver un financement adapté à cette question de l'habitat social. Et je pense que la taxe sur le ciment participera à alimenter effectivement le fonds qui ira peut-être en garantie ou peut-être en financement sur les logements. Oui, moi ça m'inspire simplement ce qu'il a déjà imprimé dans la tête des Sénégalais lors de son premier septennat, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, il faut baisser les barrières réductrices, il faut effectivement imprimer un rythme de travail qui nous permet d'être performants. Donc moi je pense qu'on est à l'ère d'un État performant. Et pour cela, je crois qu'il faut mener un certain nombre de réformes. Et il l'a bien annoncé lors de son premier message, je crois après l'investiture. Il a dit en tout cas toute sa volonté d'aller vers les réformes phares qui vont nous permettre d'entrer dans une révolution de l'administration. Et avec pour but tout simplement d'être plus rapide, plus performant, plus innovant et plus adapté à notre temps. Bon, moi je pense que le débat est juste un peu prématuré. Mais pour ceux qui ont un peu de jugeote en politique, ils doivent pouvoir, au regard, en tout cas à l'analyse du parcours des uns et des autres, s'imaginer quelle doit être leur posture lorsque ces échéances se présenteront. Mais en tout cas, nous travaillons tous les jours d'arrache-pied à être en tout cas dans les tablettes ou dans les plans du président de notre parti et du président de notre coalition. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous l'accompagnons parce qu'il est porteur de cette vision. Et nous l'accompagnons bien dans toutes les dynamiques. Partout où il aura besoin de nous, nous nous investirons comme il se doit. Et dans la partie politique, c'est cela. C'est pour cela que nous nous investissons à Tambacounda et que nous travaillons d'arrache-pied et en mode fast-track politique pour aller plus vite, effectivement, et faire de meilleurs résultats, être plus performants. Donc nous estimons que, valablement, avec notre expérience aujourd'hui de conseiller municipal, notre expérience de conseiller départemental, notre expérience dans les différents comités électoraux, nos expériences avec lui dans les différents combats politiques, je pense que nous espérons en tout cas que l'heure est venue pour nous de prendre nos responsabilités à ce niveau-là. Mais nous le ferons savoir en temps et en heure. Pour l'instant, il nous appartient de continuer à travailler, à rassurer, à porter la bonne information au niveau local, faire les actions idoines que nous avons engagées avec nos concitoyens au niveau local. Je souhaite vraiment la paix, parce que sans la paix, à tous les niveaux, on ne peut rien entreprendre ou rien envisager de suffisamment intéressant ou important et qui sera profitable à tous.
je souhaite une quiétude également à l'ensemble des Sénégalais, parce que ces périodes sont des périodes de recueillement, des périodes de retraite spirituelle, des périodes de réflexion. Nous devons aussi les mettre à profit pour penser le mieux, pour penser le meilleur pour notre pays. Donc ce que je souhaite, c'est surtout beaucoup d'énergie à tous les Sénégalais, parce que je sais qu'ils craignent tellement ces histoires de jeunes que finalement, psychologiquement, ils sont atteints. Bon, comme vous voyez, moi je suis très en forme. Donc je leur souhaite la forme que j'ai pour supporter le Ramadan.